Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce jour, dimanche 10 février et demain 11 février 2019, se tient un important sommet de l'Union africaine, lequel sommet va par ailleurs consacrer la passation de charges entre le Rwandais Paul Kagame et l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi à la tête de l'Union africaine. Quel bilan pour Paul Kagame à la tête de l'Union africaine et quel défi pour l'entrant? Au Bénin, le procès ICC Service connaît son épilogue avec plusieurs condamnations et la possibilité pour les spoliés d'entrer en possession de leur mise. Club Média 7 de ce jour, c'est avec Héribert Label Adjovi, journaliste freelance, spécialiste de politique internationale et écrivain. Bonsoir Élisée, Héribert Label Adjovi. Bonsoir Mesme Adisso, chers téléspectateurs, bonsoir. Avec vous sur ce plateau, James William Baguidi, lui aussi journaliste, spécialiste de politique internationale, journaliste à l'ORTB. Bonsoir James William Baguidi. Bonsoir Mesme et bonsoir à tous. Oui, alors nous allons démarrer cette émission avec la revue de presse. La revue est signée comme d'habitude Ulvaïs Balogun. Bonjour à toutes et à tous. Le procès ICC Service a rendu son verdict cette semaine. C'est le quotidien Info Plus qui donne le ton. Procès ICC Service à la criette. Enfin le verdict 8 ans après. La Nation poursuit. Fin du procès ICC Service. Les accusés fixés sur leur sort. D'après le quotidien de service public, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a acquitté 2 accusés et condamné les 6 autres à 3, 8 et 10 ans d'emprisonnement ferme. Fraternité placade à sa une, fin du feuilleton ICC Service et ajoute que les victimes constituées en partie civile seront dédommagées. Le matinal renchérit, les spoliés seront remboursés et précise qu'en plus des condamnations à des peines privatives de liberté, la Cour a ordonné les accusés à payer les fonds dus aux victimes ayant défilé à la barre et réserve les intérêts civils aux autres victimes qui n'ont pas pu comparaître. Pour Bénin Intelligent, les victimes seront payées. Et la presse du jour de conclure, un verdict hautement social. La dépêche, pour sa part, informe que Togbono annonce une autre série du feuilleton judiciaire. À en croire ce quotidien, dans sa réquisition, le procureur spécial à la criette a estimé que des responsables au sommet de l'État avaient induit les déposants en erreur, ce qui les rend aussi victimes. Le journal mentionne que pour le procureur spécial, cette impertinence des responsables qui ont agi au nom de l'État ne restera pas impuni. Le Bénin, bon élève de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. La nation en fait le constat en manchette. Mise en œuvre des réformes et politiques dans l'UEMOA, un record de performance de 80,2% pour le Bénin. D'après le journal, le Bénin affiche un taux de mise en œuvre des réformes de 80,2% en 2018 contre 63,7% en 2017 dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Info Plus parle d'un record jamais égalé au niveau de l'Union et ajoute que l'information est donnée lors de la 4e édition de la revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes communautaires de l'Union sous-régionale. Le matinal donne la même information et fait remarquer Talon et Ouadani battent les records, ajoutant que dans le cadre de la mise en œuvre des projets communautaires de l'UEMOA, la dynamique impulsée au développement du pays par le gouvernement Talon porte ainsi ses fruits. Et justement, Fraternité informe que Talon reçoit les résultats de l'évaluation communautaire des mains du président de la commission, Abdallah Boureima. Le quotidien de Ménantin reprend les propos du président de la commission, selon qui le Bénin a gagné le pari de l'année 2018, car des avancées significatives ont été enregistrées dans la mise en œuvre de 116 réformes communautaires. À la nation de conclure, des résultats qui donnent raison au président Talon. Le quotidien de service public fait donc remarquer qu'en ce qui concerne la gouvernance économique et la convergence, le Bénin affiche une avancée qualitative de 20 points de 2017 à 2018. Relativement aux réformes sectorielles de 12% de mise en œuvre en 2012, il y a eu un pic de 65% en 2016 et 2017, puis 83% en 2018.
Toutes choses qui sont la preuve que les orientations du gouvernement sont pertinentes et portent leurs fruits. Le Conseil des ministres a décidé de faciliter les meilleures conditions de départ au Hajj. Et c'est le quotidien de service public La Nation qui donne l'information, un espace adéquat d'accueil pour les pèlerins au Hajj. Le journal explique que c'est une décision du gouvernement pour soulager les peines qu'ils endurent à chaque voyage pour la Mecque. Fraternité donne la même information et titre « Bientôt un site d'accueil et d'hébergement pour les pèlerins ». Le Progrès, quant à lui, parle de la fin du calvaire des pèlerins musulmans et ajoute qu'entre autres aménagements à réaliser, il y a la construction d'un bâtiment pour l'hébergement des pèlerins, d'un local administratif, de blocs de toilettes et de douches et de la réalisation d'une allée de circulation des véhicules. Kini dans la même logique, annonce que c'est une bouffée d'oxygène pour la communauté musulmane. Mais il n'y a pas que les musulmans qui soient comblés par le gouvernement. Les sinistrés de l'incendie du marché d'Antokpa le sont aussi. Fraternité écrit remise de chèques aux sinistrés de Dantokpa. Le gouvernement redonne le sourire aux victimes. Le journal explique que les victimes de l'incendie survenu dans la nuit du 30 au 31 octobre 2015 au marché international de Dantokpa ont reçu des chèques en guise de dédommagement pour les dégâts subis au cours de ce drame. Le matin renchéri, le gouvernement témoigne la solidarité nationale à l'égard des sinistrés. D'après ce journal, ce dédommagement va leur permettre de soulager les sinistrés et ainsi leur permettre de relancer leur activité économique. Une aide qui fait dire à Libération que Talon essuie les larmes aux sinistrés avec plus de 778 millions de francs CFA. C'est là que prend fin cette revue de presse hebdomadaire. Ulvaeus Balogun, je suis. Rendez-vous dimanche prochain. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. Nous allons démarrer par la page inter. Il y a un an, quand Paul Kagame prenait les rênes de l'Union africaine, il a fait l'objet de vives critiques de la part de plusieurs diplomates, lesquels se sont attaqués à son leadership au plan national. Lui-même qui avait la propension de se maintenir au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, après un an de gestion des affaires à la tête de l'Union africaine, on peut regretter d'avoir confié les rênes de cette union à un homme qu'on appelle Paul Kagame? Je parle à Hervé Adovi. Mais je pense qu'à l'heure du bilan, on peut quand même se permettre de dire que le président rwandais, Paul Kagame, a eu un leadership affirmé au niveau continental, d'autant plus que depuis 2016, où l'Union africaine lui a confié la charge de préparer les réformes, de travailler sur les réformes de l'organisation panafricaine. Il s'est occupé à cela et on le sait, un homme très pragmatique. Et au même moment, vous savez très bien que sur le plan international, les performances économiques du Rwanda ont été reconnues. Et donc, en 2017, il déposait son rapport. En 2018, il prenait les rênes de l'organisation panafricaine à Addis Abeba. Et aujourd'hui, si on fait le bilan, on peut dire quand même qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, puisqu'on taxait l'organisation panafricaine de budgétivore et quasi inutile, mais aujourd'hui, les réformes sont allées dans le sens de rationaliser la gestion de l'Union africaine et de faire en sorte que les pays africains contribuent au maximum aux opérations, que ce soit notamment de préservation de la paix. Et donc, il a travaillé à ce que le Fonds pour la paix de l'Union africaine devienne une réalité. Ne l'oubliez pas, c'est depuis 1993 que ce fonds-là a été mis en place. Ça a été remis au goût du jour en 2016 et c'est vers fin 2017 que les premières contributions ont commencé. Aujourd'hui, on peut dire que ça, c'est un acquis de la présidence de Paul Kagame. Ce n'est pas que ça. Il y a également cet espace de libre-échange continental. Et donc, de ce côté-là également, il a fait un travail qui est à saluer parce qu'il est très important qu'en tant qu'Africains, que nous puissions commercer entre nous, que nous puissions nouer des partenariats stratégiques, que ce soit sur le plan
régional, mais beaucoup plus sur le plan continental pour que l'Afrique puisse financer son développement, puisse préserver beaucoup plus également la paix et pour qu'il n'y ait pas d'abord de guerre avant qu'on ne vienne sur le terrain. Donc je pense que sur tous ces chantiers, le président Paul Kagame a quand même développé un leadership affirmé. Cela dit, on peut dire qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Vous savez très bien, et là on peut quand même le comprendre, dernièrement, dans la crise, ce qu'on peut appeler presque une crise on va y revenir. Post-électorale au Congo, vous voulez dire. Voilà. On va y venir. James Sullivan dit Paul Kagame a marqué l'Union africaine, dit-on, en imposant des réformes tendant à la moderniser et à lui redonner sa souveraineté. Peut-on dire qu'il a réussi sur ce plan? Oui, Paul Kagame est arrivé à la tête de l'Union africaine à une période où l'institution panafricaine souffrait d'une crise de légitimité sur le plan africain et de reconnaissance au plan international. L'Union africaine qui vivait au crochet d'autres institutions internationales, l'Union africaine largement financée par l'Union européenne par exemple, pour pouvoir vivre, l'Union africaine dont le siège n'est que un don de la Chine et qui en profite, selon ce que nous avons appris par la suite, pour espionner allègrement les conversations des diplomates africains, etc. Et donc, quand Paul Kagame, un souverainiste affirmé, arrive à la tête de cette union, c'est à une période où cette union a besoin effectivement de se réaffirmer au plan international. Et je crois que de ce point de vue-là, ses pairs ne lui ont pas compliqué la tâche. Donc, Paul Kagame a pu, dans une certaine mesure, mais seulement dans une certaine mesure, réussir au niveau de cette mission-là. Mais il y a une chose que moi j'aimerais souvent et que j'aime souvent évoquer, c'est le délai qui est imparti à chaque président en exercice de l'Union africaine pour impulser des réformes. Paul Kagame a eu de la chance, je vais dire. Il a d'abord été mis à la tête d'une série, d'un groupe de chefs d'État qui devait impulser des réformes, et puis il était vraiment à la manœuvre. Ensuite, il est devenu président en exercice de l'Union africaine, et à ce niveau-là, il devait, comme on dit, marquer l'essai, donc arriver à destination pour les réformes qu'il a engagées, et il avait vraiment les cartes en main pour aboutir à sa destination. Mais la plupart du temps, les dirigeants de l'Union africaine, les chefs d'État qui prennent la tête de l'institution n'ont pas beaucoup de temps pour impulser des réformes et pour obtenir des résultats. Et c'est pour cette raison que, au-delà de tout, on ne peut pas se satisfaire complètement du bilan de Paul Kagame, parce que ce que Paul Kagame a réussi aujourd'hui, quand on parle du Fonds de la paix, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais combien de temps les États vont-ils contribuer au Fonds de la paix? S'ils ont fait de la résistance entre 1993 jusqu'à 2017, avant de commencer à contribuer, êtes-vous sûr que ce n'est pas parce que Paul Kagame a mis la pression que certains États, et pas tous, parce qu'il faut aussi le noter, tous les 54 États membres n'ont pas contribué au Fonds pour la paix, et il n'est pas certain que le fonds continue d'être alimenté au-delà du mandat de Paul Kagame. Cotisation des pays membres, oui, désormais si un pays membre ne paye pas ses cotisations, il ne pourra pas siéger, il perd ses droits au vote, etc. C'est une pression supplémentaire pour arriver à ces moyens de parvenir à l'autonomisation de l'Union africaine. Et puis il y a la zone de libre-échange continentale dont on parle beaucoup, mais pour laquelle, parce que l'Union africaine avait à sa tête Paul Kagame, certains États qui étaient farouchement contre, pour ne pas mettre mal à l'aise le président rwandais, se sont abstenus de s'y opposer de façon très virulente. J'attends de voir ce que le Nigeria va faire dans les années à venir, quand la zone de libre-échange continentale va devoir vraiment être déployée. Quand ce que fera l'Afrique du Sud, ce que ferait l'Algérie, ce sont des pays qui n'ont pas vraiment intérêt à ce que la zone de libre-échange continentale, dans sa forme actuelle, puisse être mise en œuvre. C'est pour cela que le bilan de Paul Kagame, même s'il apparaît à certains égards comme positif, moi me paraît mitigé, et que c'est ainsi que les bilans de tous les présidents qui ont dirigé l'Union africaine avant lui sont des bilans mitigés, parce que le temps imparti pour atteindre les objectifs n'est pas suffisant, et que son successeur, ou tous
les successeurs qui vont arriver après cela n'auront pas non plus le temps nécessaire pour impulser les réformes nécessaires pour la survie de l'Union africaine. James William Bagidi, certaines critiques formulées contre Paul Kagame indiquent qu'il n'accorde pas de temps, qu'il ne consulte pas suffisamment ses pairs. Qu'en dites-vous? Mais c'est parce qu'il a peu de temps pour arriver au résultat qu'il escompte. À la tête de son pays, il est là, il peut encore être président jusqu'à 2034, tenez-vous bien, et donc il peut initier des réformes, il peut formater les choses et aboutir à un véritable développement du Rwanda. À la tête de l'Union africaine, il a eu pratiquement 1 an et demi, je dirais dans les coulisses, pour commencer les réformes, et ensuite 1 an à la tête de l'institution. En 2 ans et demi, on ne peut pas réformer l'Union africaine telle que l'Union africaine a besoin d'être réformée. C'est pour cette raison que même l'empressement que Paul Kagame a utilisé pour arriver à ses fins n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs. Les réformes, c'est au plan du financement et du fonctionnement. Est-ce que ces réformes sont en train de prospérer ou ont du moins prospéré? Oui, avant de répondre à cette question, il y a quand même un aspect de ce que vient de dire James William Bagidi que je voudrais... À savoir que le bilan est mitigé? Non, pas ça. Quand il a parlé de la construction du bâtiment Addis Abeba de l'Union africaine, effectivement financé par la Chine, c'est vrai, mais on oublie de dire que nous parlons d'Union africaine, donc nous voulons nous affranchir. Et si nous voulons nous affranchir, c'est au maximum des grandes puissances. Et les grandes puissances sont beaucoup plus européennes. Et vous savez très bien combien l'Union européenne met dans la cagnotte, et vous le savez très bien. Et donc, à partir de ce moment, je pense que c'est une guerre de leadership entre les grandes puissances. Les autres, si les puissances qui ont toujours soutenu l'Union africaine avaient pignon sur rue, et on peut faire de l'espionnage tel qu'elles le veulent, et même dans nos différents pays, vous comprenez très bien que s'ils nous disent aujourd'hui que si la Chine vous construit ce bâtiment de l'Union africaine, c'est pour vous espionner, alors on se pose des questions. Si vous nous aimez si tant, alors montrez-nous tout ce dont vous nous avez espionné auparavant. Donc en fait, il y a une guerre de leadership, et quand vous n'avez pas les moyens, quand vous voulez vous développer, vous êtes obligé, ça c'est des lois naturelles, vous êtes obligé bien sûr de coopérer avec d'autres. Et quand vous coopérez, vous êtes obligé de perdre un certain nombre de choses. Je voudrais dire, sans forcément dire qu'il n'y aurait pas d'espionnage, que ceux qui nous espionnaient avant, ils estiment qu'il ne faudrait pas que d'autres nous espionnent. À partir de ce moment, nous avons intérêt, bien évidemment, et c'est ça l'importance de donner un contenu à l'Union africaine, que nous puissions, partager la technologie que nous développons aujourd'hui en Afrique, parce que les pays africains ne sont pas au même niveau. Et maintenant, vous avez dit, est-ce que les réformes, on peut dire que les réformes sont allées en profondeur? Vous savez très bien que non seulement c'est 1 an de présidence, mais en dehors de ça, il y a des susceptibilités entre les différents chefs d'État qui se succèdent à la tête de l'Union panafricaine. Paul Kagame a eu la chance, je dirais, d'être là, proche de la présidence depuis 3 ans. Donc, il a été à la base des réformes, des propositions de réformes, et puis 2 ans plus tard, il a pris la présidence. Et je pense que effectivement, c'est au niveau de la mise en application, notamment, par exemple, de cette réforme-là concernant le fonds pour la paix de 400 millions de dollars, soit 2 milliards de francs CFA, les chiffres sont bons. Je pense qu'à ce niveau également, on demande à ce qu'il y ait 0,2% des importations. Et vous savez qu'une fois encore, les grandes puissances estiment que ça ne les profite pas. Si vous le voulez, on va en parler tout à l'heure. Mais on voudrait savoir si le principe de l'autonomisation est en train de prospérer, à savoir que l'Union a 800 millions de dollars de budget annuel, et que cette union dépend à 80% de l'Occident. Est-ce que dans ces conditions, l'autonomisation est en train de prospérer? Je pense que pour le moment, on est bien obligé de compter encore sur l'aide de nos amis, de ceux dont nous voulons une fois encore nous affranchir. Si mes souvenirs sont bons, même en 2019, je pense que l'Union européenne, si mes souvenirs sont bons, doit financer à concurrence de 55%
du budget de notre Union africaine. Donc ça pose effectivement un problème, mais vous le savez très bien, lorsque vous n'avez pas les moyens, du moins de façon virtuelle, vous n'avez pas les moyens, puisque de façon concrète, si on va parler de l'Afrique, si c'est les ressources, nous en avons, et d'ailleurs on les siphonne, et vous le savez très bien, mais nous n'avons pas la technologie nécessaire, du moins la plupart des pays africains à l'heure actuelle ne disposent pas de la technologie nécessaire pour transformer les matières premières en produits manufacturés. On nous prend les matières premières et on nous vend à des prix que vous connaissez. Donc c'est un vrai débat, mais je pense que résolument, on est quand même en train d'évoluer et qu'avec l'effort impulsé par les différents chefs d'État qui sont parvenus à la tête de l'Union panafricaine, et cette année l'année qui vient de s'écouler avec le pragmatisme du président rwandais Paul Kagame, je pense qu'on y va progressivement. Il va falloir quand même que les chefs d'État puissent laisser un peu les égoïsmes nationaux, mais vous savez que là également, c'est quelque chose qui n'existe pas qu'en Afrique et qu'ailleurs, on est en train de vouloir un peu revenir aux intérêts stratégiques. Justement, est-ce qu'on pourra réduire la dépendance, entendu que les taxes sur les importations extra-africaines de l'ordre de 2%, 0,02%, ne sont pas acceptées par tous les pays africains? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui estiment que ce fonds pour la paix, ils font déjà à l'interne beaucoup de choses pour la paix dans leur zone. Vous savez, la balkanisation de l'Afrique, ça a créé beaucoup de problèmes. On est des frères africains, mais ce n'est pas toujours facile de construire cette union. Mais je pense que progressivement, on y arrivera et que déjà, si on peut parler de la présidence égyptienne de l'Union africaine, puisque dans ce sens, il y a quand même des propositions que je trouve, comment on appelle, intéressantes, et avec la présidence égyptienne, avec le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, je pense que là, il y a quand même deux propositions importantes. Il a dit qu'il va travailler à renforcer les échanges commerciaux. On va s'intéresser tout à l'heure à ces priorités, si vous le permettez, mais il faut que James William Belgzi nous dise un peu s'il a l'impression que nous sommes en train de réduire l'Union africaine est en train de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Ma réponse est non. La réponse elle est sans embâche parce que... Voulez-vous dire que les réformes ne sont pas en train de prospérer? Les réformes ne peuvent prospérer que quand 54 États acceptent tous de mettre de côté leur égoïsme souverain pour pouvoir aller dans un sens bien déterminé. Et ne serait-ce que parce que le président rwandais ne faisait pas totalement l'unanimité sur certaines questions au sein de ses pairs. Il y a des oppositions qui vont s'exprimer de plus en plus maintenant qu'il n'est plus à la tête de l'Union. Ne serait-ce que parce que des États avaient des intérêts divergents, intérêts économiques, intérêts politiques divergents sur les réformes en question, on va se retrouver encore à se poser des questions sur cette indépendance financière de l'Afrique et en particulier de l'Union africaine dans les jours à venir. Surtout qu'il y a des États, des puissances étrangères que dénonce certainement Heribert Abel-Adjovi qui vont, par le biais de certains États dont ils connaissent l'influence, faire observer ou faire penser que les réformes en question ne sont pas des réformes utiles ou du moins positives pour l'Union africaine ou bien pour leurs États en particulier, surtout pour les États en particulier. Et donc, ces États-là vont manifester leur réticence à aller dans le sens donc, de cette libéralisation du commerce, plutôt à cette taxe sur le commerce international qui devrait permettre de renforcer la cagnotte au sein de l'Afrique. Et donc, de ce point de vue, moi, je ne me fais plus beaucoup d'illusions par rapport à l'Union africaine. Il y a des périodes où l'Union africaine, parce qu'il y a des chefs d'État qui sont plus ou moins, qui ont plus de charisme, l'Union africaine peut apparaître comme étant une organisation indépendante, une organisation qui compte dans les relations internationales, mais globalement, on le sait, vous l'avez rappelé, 55% du budget de l'Union de cette année encore sera
une contribution de l'Union européenne, sans compter que les 45% restants ne proviennent pas tous de l'Afrique. Il y a donc énormément encore de pas à franchir, et dans ces circonstances-là, notre volonté de souveraineté n'est qu'une volonté factice de souveraineté, parce qu'on ne peut pas continuer à tendre la main aux autres et leur dire par la suite qu'on ne peut pas faire ce qu'ils nous demandent de faire. Merci. Hervé Alabel-Adovi, Félix Tshisekedi est président en RDC Congo contre vents et marées. Comment expliquer, quelle vue portez-vous du moins sur le rétropédalage de l'Union africaine? Non, d'abord, il faudra situer les choses. L'Union africaine et la SADC ont envoyé des observateurs à cette élection, et les observateurs et de l'Union africaine et de la SADC ont été formels. Aucune élection n'est parfaite, mais ce qui s'est passé en RDC, alors qu'on craignait beaucoup d'insécurité et beaucoup de bourrage d'urnes, les élections ont été généralement libres et transparentes. Et donc, à partir de ce moment, ça voudra dire que l'Union africaine, dans sa globalité, estimait qu'il n'y avait pas péril en la demeure. L'Union africaine a demandé un recomptage. C'est là où on se retrouve dans la guerre de quatrième génération, la guerre de la communication. Vous savez très bien que dans ce sens, il y a eu effectivement une réunion du président en exercice sortant de l'Union africaine, Paul Kagame, qu'on sait qu'il a beau être pragmatique, il a beau être panafricain, lorsqu'on parle de la RDC, lorsqu'on parle surtout de l'Est de la RDC, il y a des intérêts géostratégiques énormes. Et donc on peut comprendre, même ceux qui nous donnent des leçons disent que les pays n'ont pas des amis mais ont des intérêts. Donc on peut estimer que dans ce sens-là, sur ce dossier, c'était difficile pour le président rwandais, on peut comprendre. Et donc dans ce sens, oui, si on va rester sur la position officielle de l'Union africaine, en fait, ce qui s'est passé en RDC, l'Union africaine a estimé que ce n'est pas parfait. On aurait aimé que tous les challengers soient là, mais ce n'est pas Félix Tshisekedi qui est responsable de cela. On sait très bien que c'est le président sortant qui l'a fait. De toutes les manières, en fin de compte, vous êtes d'accord avec moi, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, et surtout, parce que ça, il faut le dire, je pense que sur ce dossier, les Nations Unies, et en particulier le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a joué un rôle important et a estimé que les choses se sont bien passées généralement. James Sulambagdi, Félix Tshisekedi, président contre vents et marées, l'Union africaine a dû s'incliner. Oui, l'Union africaine devait s'incliner parce que les souverainetés nationales sont au-dessus de la souveraineté de l'Union africaine. Et l'Union africaine a suggéré que la Cour constitutionnelle ne proclame pas les résultats. Mais de quel droit une institution, fût-elle panafricaine, va-t-elle donner des instructions à une institution nationale comme une Cour constitutionnelle chargée de publier des résultats d'une élection dans un délai qui lui est imparti et un délai qui était en train d'être consommé? Il ne revenait pas à l'Union africaine de demander que l'on s'assoie à la proclamation des résultats. Et d'ailleurs, la Cour constitutionnelle congolaise a bien fait de proclamer ces résultats sans tenir compte de ces injonctions venues de l'extérieur qui n'étaient motivées que par, au-delà de ces contestations des résultats, qui étaient motivées par des puissances extérieures qui ne voulaient pas que les résultats qui étaient en train d'être proclamés, quand ils étaient sur le point d'être proclamés, soient ceux que l'on proclama. Et donc, l'Union africaine s'est retrouvée dans une position où elle s'est laissée aller déjà au désiderata de son président en exercice et au désiderata de certaines puissances extérieures qui l'ont influencé quelque peu. Et c'est malheureux parce qu'à ce niveau-là encore, l'Union africaine a quelque peu été humiliée par le président sortant, Joseph Kabila, qui a démontré que son pays est un pays souverain, tout membre de l'Union africaine, et qu'il est tout respectueux des dispositions, des textes de l'Union africaine qu'il est. Ce pays a organisé des élections. Les résultats peuvent être contestés par tous les observateurs du monde. C'est ce que la Cour constitutionnelle du pays a fini par rendre comme résultat. C'est ça qui doit être accepté. Et aujourd'hui, comme on s'en rend compte, l'Union africaine, comme les autres puissances extérieures, même la France, qui a proclamé Manu Militari pratiquement, oublié que le président en cours d'élection n'était pas celui que la population avait voté. Tous se soumettent aujourd'hui parce que la RDC est un pays qui compte dans les relations internationales parce que c'est un pays riche. Voilà. Un nouveau président prend les rênes de l'Union africaine. Il s'agit de l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi.
Que vont devenir les réformes de Kagame, de Paul Kagame, et quels doivent être les défis et priorités de ce président? Je voudrais dire d'abord que les réformes ne sont pas les réformes de Paul Kagame, même si c'est lui qui les a impulsées, parce que pour que ces réformes soient mises en œuvre, il a fallu qu'il y ait en mi-mandat, en juillet, une rencontre à Addis Abeba pour les entériner, en juillet 2018. Donc aujourd'hui, ces réformes sont les réformes de l'Union africaine. Et donc le président entrant, le maréchal Fattah al-Sisi, je pense que par rapport à ce que j'ai entendu de la part de son ministre des Affaires étrangères, il veut poursuivre avec les réformes. Et je pense qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix que de rationaliser la gestion, notamment financière, de l'Union africaine. Si nous voulons être indépendants, nous devons compter d'abord, et c'est au Bénin que nous connaissons bien cette phrase, nous devons compter d'abord sur nos propres forces. Et c'est cela que la présidence Paul Kagame nous a laissé. Et deuxième chose, nous devons apprendre à travailler ensemble. Je crois que ce fonds pour la paix, c'est une très bonne chose, parce que comment vous pouvez régler sur le continent africain des conflits, et vous savez très bien que ces conflits sont téléguidés de l'étranger, hors du continent, et vous voulez les régler, et c'est les mêmes qui sont ceux qui allument le feu que vous appelez pour jouer aux sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, quand même, 50 ans sont passés depuis nos indépendances. Il faut se prendre en charge. Donc, l'Égyptien Fattah al-Sisi ne peut pas faire le contraire. Il est obligé d'aller dans ce sens. Mais je pense que deux réformes lui tiennent beaucoup à cœur. C'est faire en sorte que les pays africains puissent davantage commercer entre eux, que vraiment le commerce intra-africain puisse se renforcer, et également qu'il y ait beaucoup d'investissements intra-africains, que les pays africains puissent vraiment réaliser beaucoup d'investissements sur le continent. Je pense que c'est très important. Et l'autre aspect, et ça je voudrais le souligner pour finir, au-delà de ce que font les chefs d'État, je crois que c'est l'Union africaine des peuples qui va forcer en fait les dirigeants à aller dans le sens de ce que veut le peuple africain, parce que les dirigeants, pour une raison ou une autre, sont liés d'une certaine manière en considération de la géopolitique internationale, mais déjà il y a à travers les organisations non gouvernementales et bien d'autres structures, des associations panafricaines, tout cela, une certaine impulsion pour amener les autorités au plus haut niveau à plus échanger entre Africains. Et je pense qu'en dehors de ce qui est étatique ou supra-étatique, il y a ce que font les peuples africains. C'est très important, et c'est cela qui va accompagner ce que font nos chefs d'État. À vous entendre, vous vendez cher la peau du président égyptien, alors que les commentaires ne lui sont pas très favorables. Mais je pense que c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. C'est vrai qu'il peut y avoir des réticences par rapport à ce que nous sommes dans l'Afrique du Nord, mais je pense que l'Afrique du Nord, c'est également l'Afrique, et que moi je pense que le général Abdel Fattah al-Sisi est un révolutionnaire, et il est également un stratège, et à la tête de l'Union africaine, je pense que le sens de l'honneur en tant qu'Africain, et je pense que dans nos différentes régions, on a ça, le sens de l'honneur va l'amener à imprimer alors une nouvelle dynamique à l'Union africaine. Moi, j'y crois personnellement, et je n'ai pas de raison à ne pas y croire. James William Gwegidi, Paul Kagame part de la tête de l'Union africaine. Il laisse un certain nombre de réformes. Est-ce que vous avez l'impression que le président entrant, l'Égyptien, va devoir poursuivre ces réformes? Quelles doivent être les priorités et défis du président entrant? Déjà, moi, je n'attends pas grand-chose de Abdel Fattah al-Sisi. Priorité, défis et consorts, l'Union africaine a ses défis. L'Union africaine a ses priorités. C'est vrai, l'autonomisation est un des plus grands défis.
et le président Paul Kagame s'y est attaqué avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà le résultat qu'il nous a légué. Le résultat n'est pas encore satisfaisant, mais en prenant la tête de l'Union africaine, je ne suis pas sûr que le président Al-Sisi puisse changer, faire évoluer encore l'Union africaine au-delà de ce que le président Kagame a eu à faire. Son plus grand mérite sera même déjà de nous permettre de garder les résultats ou de l'améliorer quelque peu ce que le président Kagame a pu obtenir, que tous les États africains puissent contribuer, notamment au Fonds pour la paix, par exemple. Sinon, observez, depuis qu'il est président de la République en Égypte, combien de fois le président Abdel Fattah al-Sisi s'est-il déplacé vers les pays africains noirs? Combien de fois s'est-il porté vers l'Afrique, vers l'Union africaine même, pour demander le règlement des problèmes que l'Égypte connaît sur le plan sécuritaire et consort. L'Égypte est tournée vers les États-Unis d'Amérique. L'Égypte est tournée en partie vers l'Europe. L'Égypte ne se tourne pas vers le continent africain. Qu'on le veuille ou pas, certains des pays au nord de l'Afrique sont des pays qui tournent le dos à l'Afrique, qui ne se considèrent pas comme des pays africains en bonne et due forme, mais seulement quand leurs intérêts sont en jeu, quand il faut compter sur le vote de 54 ou de 53 autres pairs au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Oui, les pays africains deviennent des pays importants. Et c'est comme ça que les pays de l'Afrique du Nord traitent les autres pays d'Afrique. Et le seul pays aujourd'hui, qui me semble en Afrique du Nord, qui aurait plus de propension vers l'Afrique du Nord, c'est le Maroc, qui malheureusement, de ce point de vue-là encore, a des problèmes, en tout cas, traînerait des problèmes dans ce sillage-là. Et donc, moi, je ne suis pas très optimiste sur le mandat du président Abdel Fattah al-Sisi, et j'attends d'ici un an que Heribert Label-Adjovi et moi, on fasse de nouveau le bilan. L'occasion nous sera donnée, si vous le permettez, de faire le bilan de Abdel Fattah al-Sisi, et nous nous rendrons compte, j'en suis persuadé, qu'il n'aura pas fait grand-chose. Ce sont les intérêts de l'Égypte au sein de l'Afrique qui vont être la priorité de ce président pendant justement, les intérêts de l'Égypte seront promus, et certains parlent justement d'opportunités, mais on ne parle pas d'opportunités pour l'Afrique, on parle d'opportunités réciproques, c'est-à-dire opportunités pour l'Afrique, certes, mais avant tout pour l'Égypte. Heribert Label-Adjovi. Oui, bon, j'attends de le voir à l'œuvre, mais ce que je crois, le simple fait déjà que l'Égypte prenne la tête de l'Union africaine pour l'histoire, c'est quand même important parce que on a beau tout dire, l'Égypte est dans l'Afrique du Nord et l'Afrique du Nord est souvent tournée vers l'Europe, vers l'Occident, mais ce qu'on peut dire également, l'Égypte est très important, c'est-à-dire que l'Égypte à lui seul peut même symboliser l'Afrique. Et donc, dans ce sens, le fait que l'Égypte prenne la tête de l'Union africaine, moi, je pense sincèrement qu'il y a un signal. Et que, personnellement, je crois que si les autres, ceux qui ne veulent pas que nous nous initions, disent que la prochaine décennie est africaine, je crois que le fait que l'Afrique, l'Égypte du moins, prenne la tête de l'Union africaine, ça annonce de belles perspectives. Il y a un bon rayonnement qui viendra de toutes les manières. L'Égypte a beau prendre la tête de l'Union africaine, ce ne sera pas seul à l'Égypte de faire le travail. C'est 54 pays, on pourrait même parler de 55. Et personnellement, j'ai fort espoir. Je compte sur les chefs d'État et de gouvernement, mais je compte encore plus sur l'Union africaine des peuples. Vous maintenez votre position? Absolument, et je n'en dirai pas plus. Nous allons poursuivre avec la page Nation, bien sûr, le procès ICC Service qui a connu son épilogue la semaine qui s'achève, bien sûr. 10 ans d'emprisonnement et plusieurs millions d'amendes pour les cerveaux donc, de l'opération. Le verdict est-il à la hauteur du crime? Heribert Label-Adjovi. Je crois que sur ce sujet national, j'ai entendu beaucoup de commentaires, mais à la fin, lorsque surtout les uns et les autres ont été amenés à s'expliquer sur comment ils sont intervenus dans le dossier, les Béninois, qui étaient beaucoup réticents par rapport à ce dossier, ont commencé à s'y intéresser. Pourquoi? Parce que au-delà du procès ICC Service, ça fait longtemps, ça fait même, je vais dire, depuis 90, 91, que les Béninois veulent effacer le passé, c'est vrai, mais il est important que l'on puisse s'en rendre gorge. Il était important qu'il y ait un débat sur
situer les responsabilités des uns et des autres par rapport à comment notre pays a été géré. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo avait parlé de rendre gorge aux pilleurs de l'économie. Rien ne s'est passé malgré qu'il y avait les dossiers. Après, c'est Kérékou 2. Et effectivement, il y avait également il y avait un travail qui a été fait, mais finalement, personne n'a été entendu. On a eu le président Boni Yayi, même chose aujourd'hui. Donc, c'est une symbolique. C'est une symbolique et je pense qu'au-delà de tout, c'était important que les uns et les autres soient écoutés sur le dossier. Et quand je vois comment ça a fini, je trouve qu'il était important de situer les responsabilités, que surtout, si tout cela peut déboucher sur le fait que les spoliés, même s'ils ne sont pas innocents, même s'ils ne sont pas à innocenter dans cette histoire, parce qu'avoir 200% d'intérêt, ce n'est pas évident. Et donc, même s'ils ne sont pas innocentés, que quelque part, on aurait pu, on a pu leur trouver beaucoup à redire, oui, si tout cela peut déboucher dans les prochains jours à ce que ces spoliés soient payés, c'est ça, je pense que c'est bon pour le moral. Mais je tiens à dire que même s'il y avait vraiment beaucoup de critiques, beaucoup de susceptibilité par rapport au sujet, tout le monde s'est rendu compte que c'était quand même important parce que partout où je suis passé personnellement ces derniers temps, parce que j'ai un temps sabbatique tout le long du pays, j'ai vu que beaucoup se sont dit, ben, si vous gérez, alors faites attention parce que même dans 10 ans, dans 15 ans, vous pouvez être rattrapé par votre gestion. Et ça déjà, je pense que c'est bon pour le moral. James William Gavidi, vous avez couvert tout le procès et vous connaissez la peine des Béninois, vous connaissez la peine des spoliés. Le verdict n'est-il pas trop clément? Le verdict n'est pas clément. Le verdict n'est pas clément. Soyons très clairs là-dessus. C'est 5 années d'emprisonnement que l'infraction qui leur a été collée mérite, l'infraction d'escroquerie. Maintenant, avec les circonstances aggravantes, on peut aller à 10 ans, voire à 20 ans. Maintenant, dans le cas... Certains Béninois réclament au moins 30 ans. Vu qu'il y a eu des pertes, il ne suffit pas, Mesmer, de rester dans devant sa radio, d'écouter les peines que d'autres ont subies et d'avoir vécu une douleur et de se dire ceux qui ont provoqué cette douleur doivent être sanctionnés avec la plus grande rigueur, les envoyer à la potence, etc. Non, la loi a prévu des peines précises pour les infractions qui ont été commises par les acteurs de ICC Service de Guillac Plogan et ses principaux collaborateurs. Et en l'espèce, c'est 10 années d'emprisonnement qui est une peine alourdie déjà que la Cour a décidé de leur infliger. Le fait est que, étant donné que le procès se tient 8 ans après les faits et que 10 ans d'emprisonnement signifie qu'au bout d'un an et demi, les accusés pourront retrouver la liberté. Certains citoyens ont l'impression qu'ils n'ont été condamnés qu'à 1 an et demi de prison. Mais il faut noter que ces gens-là sont en prison depuis pratiquement 10 ans. Il y en a parmi eux qui est décédé en prison, le jeune frère de Guillac Plogan, dans des circonstances troubles qui n'ont jamais été élucidées jusqu'à présent. Et ces gens-là ont également connu de la douleur. Les circonstances dans lesquelles ils ont mis en œuvre leur affaire, leur structure ICC, les relations qu'ils ont tissées avec le pouvoir de l'époque, je vais dire, leur relationnel avec la population, ceux qui déposaient de l'argent auprès d'eux, ne laissaient pas augurer de la chute qu'ils ont finalement connue. Et dans cette circonstance-là, on ne peut pas, parce que leur affaire a périclité et qu'on s'est rendu compte que c'était de l'escroquerie, qu'il faut les sanctionner avec une rigueur qui dépasse celle que la loi a prévue. La Cour a frappé de la manière la plus sévère. Et si on était, je dirais, quelques mois après le procès ICC, qu'il avait été condamné à 10 ans de prison, oui, on aurait trouvé que la peine était sévère. Mais dans ces 10 années de prison, toutes les violations des droits de l'homme qui ont été subies, ces gens-là sont restés en garde à vue au-delà du délai imparti. La procédure qu'ils ont subie pendant la procédure d'enquête était totalement biaisée, dans laquelle l'autorité exécutive intervenait
de façon acharnée. Des ministres ont reçu à leur domicile, après l'extraction, des détenus pour tenir avec eux des propos dont on ne connaît pas avec précision, puisque l'un conteste et l'autre affirme. On ne connaît pas exactement la teneur. Ces gens-là, ils ont vécu des choses qui montrent que véritablement, on ne peut pas les condamner. En tout cas, la Cour, elle a le droit et le devoir de décider. C'est elle qui a décidé que 10 années de prison, c'est suffisant pour sanctionner Guy Akpologan et consorts. Mais ce procès-là est un procès également qui était utile. Et la médiatisation dont il a fait l'objet était une médiatisation utile parce qu'il était important que les Béninois se fassent enfin une religion de ce que notre État a la capacité de sanctionner ceux qui détournent le denier. Et il y a également l'annonce de certaines poursuites qui vont arriver bientôt. Vous allez peut-être y aborder le sujet, ancien chef d'État, ancien ministre et consorts, des poursuites qui vont arriver bientôt, qui montrent que... Ce n'est pas vraiment évident parce que le temps ne le nous permettra pas. On va y revenir le week-end prochain. Très bien, d'accord. Alors... La Cour a frappé, vous l'avez dit, mais est-ce que les moyens identifiés permettront aux Béninois de recouvrer la totalité de leur mise? Mais je pense que dans cette affaire, les spoliés, je pense que c'est l'expression consacrée, ils savent également très bien, et je pense que ceux qui sont intervenus dans ce procès ont reconnu que même... en fait, ont été un peu gourmands en voulant avoir des pourcentages de 200 et quelques pourcents. Donc, si dans cette affaire, ils s'en sortent encore avec des remboursements, ils doivent remercier le bon Dieu. Je pense que ça, c'est très important. Et l'autre aspect des choses, c'est que au-delà de ce procès, au-delà de tout ce qu'on peut dire par rapport aux circonstances, au temps que nous traversons et tout, je pense que ce qui est important, au-delà de tout cela, que un jour que nous nous asseyons en tant que Béninois et que par rapport à bien de choses qui se passent, qui se sont passées, qui se passent et qui se sont passées dans notre pays, que nous puissions nous asseoir et réfléchir sur notre développement de façon intégrale, parce qu'on a beau tout dire, on a beau vouloir cacher les choses, une poignée d'individus, c'est-à-dire que l'exécutif et l'administration, depuis 1960, l'exécutif et l'administration se taillent la part du lion et nos populations à la base souffrent le martyre, ont besoin d'eau, ont besoin d'électricité, ont besoin de pistes rurales, ont besoin vraiment de satisfaire le minimum, je dirais, social commun. Et à ce jour, ce n'est pas encore le cas. Ça pose un problème. On doit pouvoir faire le débat et dire où est-ce que où est-ce que notre patrimoine national est passé, même si ce n'est pas forcément pour que les gens soient enfermés, que l'on fasse en sorte que les uns et les autres reconnaissent leurs responsabilités et qu'on puisse quand même se dire maintenant on repart sur de nouvelles bases. Si on ne le fait pas, en fait, on sera dans un perpétuel recommencement. Oui, merci. James William Baguidi, certains moyens ont été identifiés donc, pour permettre aux spoliés de recouvrer leur mise. Mais est-ce que ces moyens vont permettre à tous les spoliés de recouvrer leur mise? J'en profite pour vous poser quantité de questions parce que le temps ne nous permet pas. Le plus dur commence maintenant pour le gouvernement. Qui payer? Parce qu'il y a une liste de spoliés, dit-on. Mais est-ce que cette liste est juste? Certains soi-disant spoliés ont eu des contrats fictifs, de faux contrats, parce que certains agents de ICC Services ayant gardé par devers eux certains cachés ont fait de faux contrats aux gens. Comment va-t-on payer ceux-là? Est-ce que les 500 qui sont sur la liste sont les seuls qui seront payés? Comment va-t-on payer ceux-là? Il y aura d'autres. Est-ce que ceux qui ont déjà reçu leur mise avec intérêt seront encore payés? Voilà quelques questions. Je vous laisse dire un certain nombre de mots parce qu'on me fait signe du côté de la régie. Plus beaucoup de temps. Alors, ce que je dois rapidement dire, le gouvernement n'a plus rien à voir, rien du tout à voir dans le remboursement des victimes. J'évite le terme spolié, des victimes de l'affaire ICC Services. C'est la Caisse des dépôts et consignations sous l'égide de la justice béninoise qui se chargera de payer ceux qui peuvent être payés. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des contestations. Au cours du procès, on l'a entendu, sur les chiffres, notamment du montant dû aux victimes et du nombre de victimes. Pour le montant dû, les acteurs de ICC Services reconnaissent entre 4 et 15 milliards de francs CFA
Et pour le nombre de victimes, on parle non pas de 500, on parle de 150 000 personnes au total, environ 90 000 pour ICC Service. Environ 500 seraient sur la liste. Oui, ce sont ceux qui ont déposé leur dossier pendant le procès, ceux qui se sont constitués auprès de l'avocat pendant le procès, ou du moins ceux qui sont allés vers l'avocat pour les constituer. C'est ceux-là qui sont environ 500 et on a évalué à un jour du procès, alors que le procès n'était pas encore terminé, peut-être que le montant a évolué plus tard, à 12 milliards de francs déjà, ce que ces gens-là ont pu déposer au sein de ces services et pour lesquels ils réclament remboursement. Et donc, quand on arrive à la fin de ce procès et que l'on se rend compte que la liste de victimes identifiées par l'INSAE au moment des faits, cette liste-là est sujette à caution. Vous avez évoqué quelques raisons, notamment ces fausses déclarations, ces contrats fictifs qui n'existent pas, qui auraient pu, si les documents de ICC Service n'avaient pas disparu, si les ordinateurs n'avaient pas, les données dans les ordinateurs n'avaient pas disparu, qui auraient pu être confrontés. Parce que si quelqu'un se fait établir un contrat fictif, mais étant donné qu'il n'a pas été enregistré dans les bases de ICC Service, on aurait pu découvrir que ce contrat est un contrat factice et engager contre les poursuites nécessaires pour tentative de vol ou pour autre chose ou pour autre infraction. Mais voilà qu'on n'a pas cette précision. Et maintenant, on arrive à l'issue du procès avec moins de 2 milliards dans la cagnotte, notamment pour la réalisation des biens, les biens meubles, les véhicules et autres biens qui avaient été saisis chez les dirigeants de ICC Service ont été vendus à une certaine époque et il reste environ moins de 2 milliards, les fonds qui ont été déposés également par ceux à qui des libéralités ont été consenties par les dirigeants de ICC Service. Moins de 2 milliards de francs CFA se trouvent dans la cagnotte qui doit être déposée à la caisse des dépôts et consignations. Et maintenant, il y a une centaine d'immeubles, 150 immeubles environ au total pour tous une centaine d'immeubles au plus pour les dirigeants de ces services qui viennent d'être condamnés, qui doivent être également eux aussi réalisés, c'est-à-dire vendus, pour que l'on puisse réunir de quoi payer les victimes de ICC Service. Quelles que soient les circonstances, je ne suis pas persuadé que l'on arrive à ce montant de 68 milliards de francs CFA qui a été, durant des calculs effectués par l'INSAE et puis par l'agence judiciaire du Trésor qui était à l'époque, dont la présidente dirigeait le comité de suivi. Ces 68 milliards de francs CFA sont le montant dû selon le comité en question par ICC Service. On ne pourra pas arriver à ce montant, quel que soit le coût des biens qui auront été vendus. Alors, ce que moi je suis en train d'envisager ou de percevoir, ça ce n'est que mon avis personnel, c'est que on paiera les victimes qui se seront donc faites identifier au prorata du montant qui aura été trouvé. Supposons que vous avez le montant total qui a été récolté atteint 50% du montant dû par les acteurs de ICC Service. Donc chacun prendra 50% du montant qu'il a déposé et donc pour lequel il n'a jamais obtenu de paiement. Et c'est cela, en tout cas, me semble-t-il, ce que poursuit la Cour aujourd'hui. Et voilà un peu, si l'État avait été reconnu responsable, comme l'ont voulu les avocats de la partie civile victime, il aurait été plus intéressant parce que l'État responsable aurait été obligé de dédommager les victimes, mais ça n'a pas été le cas. C'est la cagnotte qui est là, qui doit servir, et cette cagnotte, elle est malheureusement assez maigre. Procès ICC Service, procès historique, mais quel peut en être le sens si jamais les spoliés n'entraient pas en possession de leur mise? Hervé Labella-Diovi? Oui, je pense que les spoliés ou les victimes qui se sont fait enregistrer, parce qu'il y a d'autres aussi qui auraient peut-être des difficultés à se faire enregistrer, parce que lorsque vous êtes une personnalité, vous êtes dans l'administration, à un poste de responsabilité, que vous allez dire que vous avez déposé 100 millions ou 50 millions à ICC Service, ça peut amener d'autres débats, je ne sais pas. Donc, dans ces conditions, je pense que prioritairement, c'est peut-être les petits déposants qui auront la priorité dans cette affaire. Je pense que c'est les petits déposants qui auront la priorité dans cette affaire. Et l'essentiel, je pense qu'il y a eu un procès, le débat a été fait sur le sujet, et maintenant, ceux qui peuvent être payés seront payés. C'est le plus important, parce que même les victimes ne sont pas aussi victimes que ça, puisque lorsque vous pensez que vous déposez de l'argent et que vous allez avoir 100 fois...
S'il n'était pas payé, moi je pense que ceux qui le peuvent le seront, je pense, par rapport à la cagnotte qui existe à l'état actuel. Je retourne la question à James William. De nouvelles explications devront être données, notamment par les avocats des parties civiles, pour savoir comment procéder au paiement. Parce que toutes les victimes, les milliers de personnes n'ont pas pu et ne pouvaient pas venir devant la Cour réclamer ce qu'ils ont déposé à ICC Services. Et d'ailleurs, la Cour a quand même dit dans son verdict que les intérêts civils sont réservés, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir un procès civil qui va déterminer qui sont les victimes et comment arriver à les dédommager. Et donc, de ce point de vue-là, la question reste encore entière et sera débattue, en tout cas, dans les prochaines semaines. Il se fait qu'aucune mention n'a été faite sur la responsabilité supposée ou réelle du président Boni Yayi. C'est-à-dire que la Cour a dribblé le juge Togbolon ou que le président Yayi est ainsi innocenté. Vous avez quelques secondes pour répondre. Non, moi je voudrais dire que le ministère public est éventuellement, puisque nous ne sommes pas partie du procès, éventuellement dans son rôle de parler de toutes les responsabilités dans ce dossier. Et donc le président de la Cour est également dans son rôle de dire le droit stricto sensu. Et je suppose que c'est ce qui a été dit. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. James Dabagidi ? Non, le président Yayi n'a pas été innocenté comme on le pense. Ce procès était d'abord le procès, et c'est un procès qui est venu après un arrêt de renvoi. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont été envoyés vers la Cour que la Cour devait juger. Le président Yayi Boni n'était pas jugé durant ce procès. Et comme le procureur Aya le dit, il va entamer une nouvelle procédure contre ceux qui, dans leur position officielle, se sont comportés de manière à faciliter le préjudice subi par les victimes. Et il a clairement cité le président Boni Yayi, plusieurs de ses anciens ministres, dont le ministre Koupaki, dont le ministre Kogin Douro, dont Grégoire Akofodi et d'autres personnalités qui avaient travaillé à cette époque-là, qui seront poursuivis pour leurs responsabilités personnelles dans l'affaire ICC Services. Et donc c'est toute une autre page qui va s'ouvrir très bientôt. Merci à vous, James William Gwegidi, journaliste, spécialiste de politique internationale. Vous êtes journaliste à la rédaction de la télévision nationale. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous étiez avec Élisée Héribert Label Adjovi, journaliste, spécialiste de politique internationale. Merci à vous, Héribert Adjovi. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Mesme Addison. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se reprend la semaine prochaine. Entre-temps, vous pouvez en suivre la rediffusion tout à l'heure après le tout dernier journal. Portez-vous bien. Bye bye.